Ça s'est passé en avant-midi hier, un glissement de terrain sur un chantier à Blainville. Un chantier de construction sur le boulevard Michel-Boeck, un complexe résidentiel de 15 étages qui était en construction sur un vaste chantier de 245 000 pieds carrés. C'est l'équivalent à peu près de 3 terrains de football, là, juste pour vous donner une idée de l'ampleur. Malheureusement, il y a un travailleur qui a perdu la vie. Il y en a 3 autres qui ont été blessés et selon le journal, il s'agit d'Alexandre Paris, 31 ans, un manœuvre. Les pompiers, d'ailleurs, au cours des dernières heures, ont extirpé sa dépouille après le feu vert d'un ingénieur. Là. En fait, il est mort, selon les premières constatations, là, carrément enseveli par la glaise. Tout ça est survenu après que la paroi de soutènement s'est effondrée sur le site du chantier qui longe l'autoroute 15. Il y a 3 véhicules, une roulotte qui ont été emportés, là où doit être coulée prochainement la fondation du futur bâtiment de 15 étages. Alors, aujourd'hui, il y a 2 enquêtes qui sont en cours, une première de la CNESST, l'autre de la police de Blainville. C'est bien sûr l'incompréhension pour les travailleurs du site qui sont sous le choc depuis cette tragédie-là. Il y a eu de l'aide psychologique également. Et vous savez, c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre d'incident sur le territoire de la ville de Blainville. C'est le 2e effondrement à survenir à Blainville, notamment un terrain très fertile en glaise, en sol glaiseux. Il y a des unités de condos en construction qui avaient connu le même sort. Là. C'était en 2020, Mario. Mais je lisais l'ensemble de ce qui s'est écrit. C'est sûr que le type de sol, là, la glaise avec des pluies abondantes, ça peut faire partie de l'explication. Mais je voyais des experts aussi qui semblaient s'étonner que dans ces circonstances-là, on amène des véhicules lourds, là, des camionnettes, aussi au bord du trou. Oui, là. aussi près de la paroi. Parce que, dans le fond, la paroi s'est effondrée sous les véhicules. Là, c'est vraiment de là que ça a glissé. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que le poids des véhicules a joué un rôle? Je suppose que c'est le genre de choses qu'on va enquêter. Parlant de construction, est-ce que le secteur résidentiel pourrait se retrouver en grève dans quelques heures? Ouais, c'est ce qu'on verra au cours de la journée. Là, c'était donc l'échéance qui avait été fixée. Il y a eu un blitz de négociation en début de semaine entre les représentants syndicaux et la partie patronale. Le gouvernement avait même nommé un médiateur pour encadrer tout ça. Mais si, effectivement, une grève est déclenchée aujourd'hui, Mario, là, ça aurait des conséquences importantes pour l'industrie de la construction résidentielle. Il y a à peu près 50 000 logements en construction qui seraient paralysés, 66 000 travailleurs qui seraient touchés également. Donc, on devrait le savoir. En fait, on va peut-être le savoir durant notre émission. Est-ce que la grève est déclenchée ou pas? Ou sinon, ça va être à 9 h là, que ça va devenir de facto. Soit il continue à travailler ou soit il débraye. Projet de loi sur la rémunération des médecins, le lien entre la rémunération des médecins et la performance attendue par le gouvernement. Est-ce que le projet de loi pourrait se retrouver sous bâillon? Il reste 8 jours là, à la session parlementaire et à entendre le ministre de la Santé hier, il ferme pas la porte à rien. Là. Donc, ne ferme pas la porte au bâillon pour imposer aux médecins ce fameux nouveau mode de rémunération qui les forcerait à atteindre notamment des objectifs de performance communs. Alors, le ministre Dubé n'exclut rien à ce stade-ci. Maintenant, les consultations sur le projet de loi doivent commencer mardi prochain, mais le temps commence à presser. Et d'ici là, il a lancé un message clair aux médecins en disant, prenez place à la table de négociation. On va voir comment les choses évoluent à la table. Maintenant, Québec demande aux médecins de relier jusqu'à 25 % de leur rémunération à des indicateurs, comme de réussir à avoir suffisamment de patients dans un moment, dans un temps X, par exemple. Et on sent aussi que le ton monte de part et d'autre. Là, il y a eu cette campagne, notamment dans les médias, des médecins spécialistes. La nomination du négociateur Lucien Bouchard, qui avait représenté les médecins spécialistes en 2018. Il a été mandaté encore une fois cette année en lien avec ce projet de loi 106 qui est imminent. J'ai des questions. Je ne sais pas si ça va être vraiment adopté sous bâillon. C'est sûr que ça serait une adoption ultra rapide. L'idéal, évidemment, ce serait que tous les partis travaillent ensemble, à la limite jour et nuit, pour le faire adopter avant l'été. C'est là que la position des partis la position que vont prendre chacun des partis d'opposition va être intéressante. Parce que là, ils sont dans une espèce d'entre-deux. Là, donc, la CAQ va mal, la CAQ a tort surtout, là, puis on en profite pour leur taper dessus. Bon, c'est bien, là, dans l'opposition, quand le gouvernement en place va mal, c'est tentant d'y taper dessus. Mais à un moment donné, c'est au Parlement aussi pour lire le texte des projets de loi puis de l'adopter ou pas. Puis le public finit par s'en rendre compte, là, si dans l'opposition, tu fais pas ton travail un peu sérieusement. Et dans ce cas-ci, je
sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de l'opinion publique qui est pas contre ça, là, les gens aimeraient qu'on ait une entente. Je pense pas qu'ils souhaitent là, une guerre entre le gouvernement puis les médecins. Mais ils veulent être soignés. Ils veulent être soignés de un. Puis l'idée que, je veux dire, on a augmenté la rémunération des médecins il y a quelques années, qu'on veut avoir des résultats en termes de capacité des voir, c'est c'est un sujet, à mon avis, délicat pour les oppositions. Là. Est-ce que tu bloques... C'est une chose de dire, mais est-ce que tu bloques ce projet-là? Est-ce que tu l'empêches d'être adopté? Alors, les oppositions, tout le monde marche sur des œufs là-dessus. Je serais pas surpris en même temps que le projet reste juste pas adopté, sous bâillon, juste là, comme une espèce de menace là, de Christian Dubé pour dire, ben là, on va négocier cet été, mais le projet de loi est toujours au feuilleton, puis on revient en chambre au mois de septembre, puis on pourrait l'adopter. Alors, le projet de loi pourra aussi servir d'espèce d'épée de Damoclès là, au-dessus de la table des négociations. On a beaucoup discuté hier de ce sondage sur le prix de l'essence et l'impact évidemment de la taxation carbone au Québec sur le prix de l'essence. Il y a le PQ qui a pris un engagement. Oui. Et Paul Saint-Pierre Plamondon promet d'harmoniser les prix à la pompe avec les autres provinces canadiennes qui n'ont plus cette fameuse taxe carbone. Par contre, pas question d'abolir la taxation sur le carbone, la bourse du carbone. En fait, tous les élus à Québec disent ça, sauf, Éric Duhem, Parti conservateur, qui lui promet d'y mettre la hache. Alors, encore ce matin, je regardais, on a à peu près une différence de 15 sous le litre en comparaison avec l'Ontario. Le PQ cible une réduction qui va de 7 à 14 sous. Et pour y arriver, Paul Saint-Pierre Plamondon pourrait réduire ou encore éliminer la TVQ sur l'essence. Ça coûterait entre 800 millions et 1,5 milliard. Selon ce sondage léger, rappelons-le, hier, là, il y a au-delà d'un Québécois sur deux qui veut mettre fin au système de tarification de la pollution. Et ça revient en une du journal ce matin, parce qu'on a parlé hier, on vous a présenté les chiffres de l'inflation. Au Canada, c'était 1,7 % en avril, mais au Québec, 2,2 %. Oui, parce que la baisse de l'inflation au Canada c'est pas l'épicerie en passant, 3,8 % avec l'inflation globale baisse, notamment à cause de la baisse du prix de l'essence, mais l'inflation sur la bouffe, là, oubliez ça, on n'est plus au 8-9 % qu'on a connu, mais 3,8 c'est quand même une inflation. Le bœuf, 16 %. Dans le 3,8, là, c'est une moyenne de toutes sortes de produits alimentaires. Le bœuf, 16 %. C'est énorme. 16 %. Donc, entre avril 2025 et avril 2024, plus 16 %. Pour ce qui est du prix de l'essence, dans 9 provinces, ça a reculé de 18 %. Alors, en une du journal ce matin, on titre « Dindon de la farce », parce qu'encore une fois, au Québec, on paie davantage. Dans le journal aussi ce matin, il y a des transporteurs d'ici qui commencent à dénoncer l'impact aussi sur le coût des marchandises. Mais c'est tout un revirement, là. C'est-à-dire que les Québécois qui veulent les changements climatiques, tant pis, puis on veut abolir la taxation carbone. Même, tu sais, le Parti québécois dont on vient de parler, c'est compliqué leur affaire. On veut maintenir la taxation sur le carbone, on veut l'enlever sur d'autres choses pour s'harmoniser avec les autres provinces. Mais on comprend que si tu baisses le prix du pétrole, je veux dire, les gens vont consommer plus, les gens achèteront plus de... T'as le même effet, les gens achèteront pas d'auto électrique. D'autant plus que tu diminues les subventions graduellement jusqu'à finalement zéro éventuellement. Tu ramènes l'intérêt d'avoir une voiture à essence. Mais le PQ, à la dernière élection, je me souviens dans les débats, là, qui compétitionnait avec Québec solidaire pour dire on a un aussi beau plan sur les changements climatiques. Et là, on se rend compte que dans l'opinion publique, c'est plus ça, là. Lâche le monde avec les changements climatiques, c'est plus ça le sujet du moment. Il y a Donald Trump qui nous a proposé un nouveau projet. Il y a le projet, puis il y a le nom du projet qui me fait sourire. C'est sûr qu'il y a de la dorure. On connaît le président Trump, tout ce qui est doré. Je pensais qu'il y en avait déjà assez à Mar-a-Lago, qu'il n'en fallait pas ailleurs, moi. Il en veut à la grandeur de l'Amérique. Okay. Parce qu'après le dôme de fer israélien, le Donald veut le dôme doré pour ce qui est de l'Amérique. Alors, hier, il a annoncé la construction d'un bouclier antimissile pour protéger les États-Unis et il a même affirmé dans son point de presse que le Canada était intéressé à rejoindre cette initiative-là. D'ailleurs, le premier ministre Mark Carney a confirmé un peu plus tard hier soir que le fédéral songeait effectivement à y participer. Maintenant, qu'en est-il de ce projet-là? Un projet qui coûterait environ 175 milliards de dollars, selon Trump, là, son fameux dôme d'or. Parce que tu as vu, il y a une espèce de bureau là, du budget du Congrès qui avait évalué le même projet.
C'était plus 500 que 175. Oui, il rajoutait quelques milliards. Oui, c'est ça. Oui. Mais bon, que serait-il capable de faire, ce fameux dôme-là? Il serait capable d'intercepter des missiles lancés de l'autre côté de la Terre, voire même de l'espace, selon le président Trump. Il dit qu'il sera opérationnel, le dôme doré, d'ici la fin de son mandat. Il y a déjà des réactions à l'international. Ce matin, c'est la Chine qui dit que le projet porte atteinte à la stabilité mondiale. J'ai hâte de voir la position du Canada, parce que Trump a dit que le Canada serait intéressé, mais doit payer sa part. Et là, payer sa part, on compte pas en millions, là, on compte en milliards, en dizaines de milliards. Est-ce que... C'est toujours faut toujours une mesure coût-bénéfice. Est-ce que vraiment le Canada est menacé de missiles? Est-ce que tu te prémunis contre quelque chose? Peut-être que c'est nécessaire. Mais par rapport à ce que ça coûterait, là, je sais pas. C'est comme un peu... Tu penses que les risques sont infinitésimaux ou très, très minces que des missiles soient lancés vers le Canada. Est-ce que tu mets 50 milliards ou 30 milliards ou 40 milliards dans une affaire comme ça? En même temps, je comprends que politiquement, ces mois-ci, on veut pas s'opposer au projet du Donald. Je suis convaincu que M. Carney, je pense que c'est intelligent. Même si tu te dis à terme, on mettra pas d'argent là-dedans, pour l'instant... de dire à M. Trump, oh oui, on va l'étudier, puis on va faire partie du développement, puis même s'il fallait mettre un peu d'argent dans les études, là, j'ai l'impression que présentement, on n'est pas dans un état d'esprit pour se mettre Trump à dos puis lui dire tes projets, rhabille-toi, ton projet, rhabille-toi, il nous intéresse pas. Et on a connu, Alexandre, les détails précis là, de la visite lundi, mardi, du bon roi chez nous. Oui, puis là, je sais que l'ami du Trisac, là, en ce moment, prend des notes. Là, il attend juste ça. Là. Oui, il a sorti ses plus beaux apparats. Je te laisse aller, mais je vais avoir quelque chose pour Benoît après. Ah, parfait, excellent. Donc, mais ce sera pas une longue visite, là, n'en déplaise à Benoît. Là. Ça va être une des plus courtes de l'histoire du pays, en fait. Donc, l'arrivée du roi Charles III, alias Fripouille, et de la reine Camilla, qui est prévue en milieu de journée lundi prochain, donc le 26. Et le départ est prévu en après-midi le lendemain, le 27. Alors, il y aura donc, des activités. Petit 24 heures. C'est vraiment un 24 heures, là. Donc, il y aura des activités avec un rassemblement communautaire au parc Lansdowne. Par la suite, le couple sera reçu à Rideau Hall par la gouverneure générale Mary Simon. Roi Charles III va participer à une cérémonie de plantation d'arbres. On se demandait où étaient les arbres là, promis. Là. Mais là, celui de M. Trudeau, il va rester 1 990 000. Voilà, il y en a un qui va être planté par le roi. 1 999 999. Voilà. Et là, on avance. Ça, c'est pour le lundi. Et là, mardi, Sénat, direction Sénat, 11h, le roi Charles III. Tu viens d'escamoter quelque chose d'important, là? J'oublie quoi? Il se rend comment au Sénat? Pas en auto, là? Je sais pas. Dans un défilé ouvert au public. Dans un carrosse? Dans un carrosse. Oui, je joke pas, là. Je savais pas ce détail. Tiré par les chevaux de la GRC. Ah, bon, ça va être magnifique. Hey, déjà là. Il vient même pas nous voir. Non, mais il n'y a pas le temps. Il reste là. Juste à Ottawa. Il reste là. Juste à Ottawa. Il reste là. 11h, donc discours du trône. Le roi Charles III, c'est le premier à le faire depuis la reine Élisabeth en 1977. Et aux alentours de midi, Charles et Camilla vont aller déposer une couronne au monument commémoratif de la guerre du Canada. Et par la suite, on retourne. Mais là, plus à cheval. Non, là, ça sera pas en carrosse. Sur l'eau. Ça va être en avion. OK. Fait que, bon, alors, pour Benoît. Oui. Il y a, je pense que c'est le National Post ce matin qui a une colonne très intéressante sur, dans ce que tu viens de décrire, il y a quand même des passages publics, les meilleurs endroits où on peut se placer, se positionner pour le voir passer. Fait que j'invite Benoît à consulter ce dossier-là pour pouvoir aller se mettre sur le chemin du roi. Fripouille premier. Pas rater ce moment. Ben non. Bon, dernier droit au procès des papis braqueurs là, dans le dossier de Kim Kardashian qui s'est fait voler ses bijoux. Beaucoup de procès dans le monde culturel, vraiment, ça n'a pas de bon sens. Et là, c'est celui de 9 hommes et une femme qui comparaissent depuis le 28 avril parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir dérobé Kim Kardashian dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Mais au-delà de voler ses bijoux, il l'aurait, elle, séquestrée, ligotée. Ça s'est déroulé la veille du départ de Kim Kardashian après 5 jours passés à
Paris dans le cadre de la Fashion Week. Et ce soir-là, Kim Kardashian, elle a raconté à la barre qu'elle avait rangé ses affaires dans sa chambre d'hôtel, qu'elle allait s'endormir, mais c'est un bruit dans l'escalier qui l'a alertée. Et là, il y a des hommes avec des tenues siglées police qui ont fait irruption dans sa chambre avec un troisième qu'elle a reconnu comme étant le concierge. Elle comprenait pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Là, l'un des braqueurs a commencé à crier la bague en pointant sa main. Finalement, ils ont trouvé le diamant de 18,8 carats sur la table de nuit puis sa boîte à bijoux. On parle d'un vol de 9 millions d'euros de bijoux. C'est environ 14 millions ici au Canada. Il y a seulement 2 personnes qui reconnaissent avoir participé à l'agression. Donc, parmi les 10 accusés, 8 clament leur innocence. Ce matin, on a donné la parole à l'avocate générale pour ces réquisitions et on a estimé que les papis braqueurs de Kim Kardashian étaient tous coupables et on a requis une peine de 10 ans contre le principal d'entre eux, Omar Haït Kedash, que lui, on dit que c'est le cerveau de l'opération et aujourd'hui, toutes ces années plus tard, il ne parle pas, il est sourd complètement, donc la transmission des informations se fait à l'écrit. Là. C'est extrêmement long. Puis d'autres sont en marchette, puis des cannes. Puis c'est parce que il s'est passé des années. Ils étaient déjà assez âgés. Là. Voilà. Et là, lui, Omar Haït-Kedash, je crois qu'il a 69 ans aujourd'hui. Et là, les réquisitions pour les autres accusés sont connues aujourd'hui. On prévoit que ça doit durer 3 heures. Ensuite, la parole va être donnée au dernier accusé vendredi matin et ensuite, la cour d'assises va se retirer pour délibérer et le verdict est attendu finalement vendredi. Finalement, ça s'ouvrait hier, cette autre phase des séries de la Coupe Stanley, début des finales de conférence entre les Hurricanes de la Caroline et les Panthers de la Floride. Un premier match de la finale dans l'Est qui est allé aux Panthers de la Floride. Qui devait être épuisé après un 7e match contre Toronto. Visiblement, 5-2, une victoire contre les Hurricanes. Hurricanes qui, autant sont très forts, étaient très forts à domicile, n'avaient pas perdu en fait à domicile pendant les présentes séries, mais historiquement, en finale d'association, de l'association de l'Est, ça va pas très bien pour les Hurricanes. Donc, autre défaite dans ce cas-ci. Dans le camp des Panthers, début de Vergy, Ekblad, Greer, Bennett et Luosterainen, alors que les Hurricanes, Aho et Blake ont trouvé le fond du filet. L'histoire du match, c'est Sergei Bobrovsky, 31 arrêts sur 33 tirs. Maintenant, le deuxième match de cette série-là, c'est jeudi, toujours en Caroline. Et ce soir, la finale de l'Ouest se met en branle entre nos Oilers d'Edmonton, puisque c'est rendu nos Oilers, c'est la seule équipe canadienne, et les Stars de Dallas.